Ils sont photographes, cartographes, souffleurs, souffleuses de verre, ébénistes, illustratrices et illustrateurs, doctorantes et doctorants. Ces femmes et ces hommes ont beaucoup contribué à la production des connaissances ces derniers siècles. Et pourtant, ils sont le plus souvent restés dans l'ombre des grands savants et scientifiques, aux travaux desquels ils ont pourtant activement participé. Depuis le garçon de laboratoire d'hier, au technicien spécialisé d'aujourd'hui, en passant par toutes ces femmes qui ont contribué aux travaux de leur mari sans que leur nom n'apparaissent nulle part. Comment faire l'histoire de ces petites mains invisibles de la science? Quel rôle ont-ils joué et jouent-ils encore aujourd'hui dans la fabrique des savoirs? Leur désir de reconnaissance a-t-il été comblé ces dernières années? Pour en parler, je reçois ce soir une historienne, directrice de recherche émérite au CNRS, qui a signé en début d'année ce livre paru chez CNRS Éditions dans les coulisses de la science, techniciens, petites mains et autres travailleurs invisibles. Françoise Vaquet est dans Grand Labo. Bonjour Madame Vaquet. Bonjour. En tant que chercheuse, d'où vous vient cet intérêt pour les invisibles de la recherche? Comment ce sujet est-il venu? Je travaille depuis un certain nombre d'années sur le monde scientifique et en faisant des lectures, je me suis rendu compte qu'il y avait à côté des chercheurs, des savants auxquels on s'attache le plus souvent, il y avait des personnes que l'on ne voyait pas, des travailleurs de plus en plus nombreux et qui apportaient une contribution de plus en plus spécialisée au travail de la recherche. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets de ces métiers invisibles? Alors, ce métier, disons, des invisibles, il a aussi évolué dans le temps. Si l'on prend un garçon de laboratoire, jusque dans les années, première moitié du XXe siècle, c'était quelqu'un de non spécialisé, souvent qui venait de métiers un peu métiers techniques, manuels, ou parfois même ces garçons de laboratoire étaient d'anciens militaires que l'on a employés pour faire des petites tâches matérielles et qui n'avaient vraiment aucune formation. On disait des gens un peu qui savaient un peu tout faire, mais qui n'étaient pas spécialisés. À partir donc des années 50, au contraire, la spécialisation est devenue extrêmement grande, de plus en plus grande. Et aujourd'hui, au CNRS, par exemple, on dit qu'il y a 200 métiers différents exercés par ces personnes. Donc, quand on dit technicien et ingénieur, c'est une foultitude de métiers qui parfois même m'ont surprise. On peut donner des exemples? Oui, j'ai découvert qu'il y avait des spéléologues, des plongeurs, qu'il y avait des lithopréparateurs. Des souffleurs de verre? Là, il y en a de moins en moins, mais il y en a. Et d'ailleurs, en physique, le seul souffleur de verre est une souffleuse de verre. Si vous voulez, il y a vraiment une foultitude de métiers, certains ayant d'ailleurs une destinée qui est maintenant est un petit peu en voie d'extinction. Comment est-ce qu'on fait, en tant qu'historienne, pour recenser ces personnes qui, par définition, sont invisibles? Quelles ont été vos sources principales? D'abord, on essaie de les voir dans des situations, et ensuite d'essayer de trouver des documents. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas partie d'un corpus défini, bien cadré, bien carré, etc. Non, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup brassé de documentation donc d'ordre biographique, aussi nécrologie, discours commémoration, hommage, etc. Centré sur un chercheur, mais souvent donnant à voir des petites mains, des collaborateurs. Il faut penser aussi que certaines de ces petites mains ont écrit. Par exemple, il y a un témoignage tout à fait merveilleux de Madeleine Brunery, qui a été la secrétaire de Jacques Monod pendant environ une quinzaine d'années. Elle a donné un témoignage autobiographique où elle raconte sa vie, elle raconte le travail avec Monod et elle donne aussi des éclairages tout à fait intéressants sur la vie de laboratoire à l'Institut Pasteur. Vous parlez aussi des remerciements qu'on trouve en ouverture de thèse. Racontez-nous en quoi est-ce que c'est une source? C'est une source absolument formidable. Ces dernières années, ces remerciements ont pris un développement faramineux, souvent 3-4 pages dans des thèses où l'auteur de la thèse remercie toutes les personnes qui l'ont aidé intellectuellement, le directeur de thèse, des chercheurs avec qui il a pu parler, et aussi dans les laboratoires où ils sont passés, toutes les personnes, tous les ingénieurs, tous les techniciens qui ont aidé de conseils,
qui ont aidé pour une machine, qui ont aidé pour une manipulation. Et cela, ce sont des témoignages, je trouve, extrêmement concrets. Vous expliquez que les historiens des sciences y sont pas tellement intéressés. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont intéressés à autre chose, tout simplement. Longtemps, l'histoire des sciences s'est intéressée principalement aux idées, aux découvertes, à l'évolution des savoirs. Et ce faisant, ils se sont aussi intéressés à des personnes clés dans l'évolution des savoirs. Les récits sont en dimension quand même plutôt héroïque. Hein. Ah oui, ici comme ailleurs, on aime bien les vedettes, quoi. Voilà, on aime bien les vedettes et on aime bien tout ce qui est héroïque. Et je dois dire que ce phénomène existe encore aujourd'hui d'une certaine façon. Hein. Pour une historienne comme vous, retrouver la trace de ces invisibles, les mettre en visibilité, justement, parler de ces professionnels, de ces métiers si différents, c'est quoi ? C'est d'abord une nécessité scientifique ou c'est plus un devoir éthique ? Mais je pense que c'est les deux. C'est une nécessité scientifique pour le chercheur en histoire des savoirs, le chercheur qui travaille sur le monde scientifique et qui veut essayer, dans la mesure où il le peut, de donner à voir la vue la plus large et la moins distordue de ce monde, c'est-à-dire réintégrer dans ce monde tous les travailleurs, tous ceux qui, quelle que soit leur contribution, servent la recherche. Donc c'est une nécessité scientifique, c'est aussi une nécessité éthique. Il importe, je crois, de reconnaître le travail, l'existence de personnes et le travail qu'elles font, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, ce sont des travailleurs. Et sans ces travailleurs, eh bien, la recherche ne marcherait pas comme elle marche, ça ne marche pas sur des roulettes. Il y a forcément la question de la place des femmes dans la science qui est posée dans votre ouvrage. Est-ce que vous pourriez là me donner un exemple, peut-être deux, de ces femmes de science dans l'ombre de leur mari, des exemples concrets de ce qu'elles pouvaient faire, par exemple au XVIIIe ou au XIXe siècle. Je pense que les exemples ne manquent pas. Voilà. Alors, prenons le XVIIIe siècle. Hein, d'abord, il y a un exemple fameux, mais très beau, c'est celui de Madame Lavoisier. Madame Lavoisier, qui a travaillé à côté de son mari, qui s'est formée à la chimie, à l'anglais et au dessin. La connaissance de l'anglais lui a permis de traduire pour son mari des œuvres et les dessins pour faire des dessins dans les publications. Après la mort de son mari, la mort tragique de son mari, elle a publié les œuvres qu'il avait laissées manuscrites. Et Madame Lavoisier s'est aussi mis en scène, alors peut-être un peu moins invisible, d'abord il y a le splendide tableau de David qui la représente avec son mari, mais elle s'est mise en scène dans des dessins qu'elle a fait du laboratoire, où on voit Lavoisier conduisant une expérience, un assistant de bon niveau, probablement vu le vêtement, aidant pour l'expérience, et deux garçons de laboratoire sur les côtés, et elle-même assise à une table et consignant les résultats des expériences. Et pour un exemple contemporain, alors là, on prendra la science historique, Madame Braudel, l'épouse de Fernand Braudel, a travaillé avec son mari dans les archives. Lorsque Braudel a été prisonnier pendant la guerre, il est resté 4 ans en prison en Allemagne, eh bien, il faisait parvenir les manuscrits de sa thèse qu'elle dactylographiait et puis qui repartait, recorrigeait, etc. Et au retour de Braudel, après, en 45, je pense, 45, eh bien, elle a aidé son mari pour faire les notes, parce qu'il y avait le texte, mais il fallait faire les notes. Et Madame Braudel, par la suite, toujours travaillé aux côtés de son mari, jusqu'à la mort de celui-ci, elle n'a signé aucun ouvrage de son mari. Pour aucun, elle n'est présentée comme co-autrice. Et d'ailleurs, un collaborateur de Braudel qui lui avait co-signé avec Braudel disait qu'il aurait été justice que Madame Braudel co-signât également. Alors, il y en a aussi qui ont fait des travaux beaucoup moins importants, mais il faut penser simplement que ces épouses qui relisaient des manuscrits, qui relisaient des épreuves, qui faisaient des index, par exemple, faisaient gagner quand même un temps considérable. Bien sûr. Voilà. Il y a quelque chose qui est modifié, c'est justement cet accès à la signature. Vous expliquez dans le livre qu'il y a un long combat de ces travailleurs et de ces travailleuses pour pouvoir figurer au titre des auteurs, autrices,
de publication. Racontez-nous comment ce combat se fait, et puis s'il y a des grandes dates dans cette bataille pour la reconnaissance. Alors, il faut penser que dans ce monde scientifique, finalement, la visibilité majeure, comme je l'ai déjà dit, c'est la signature. Hein, c'est signer un papier. Bon. Jusque dans les années 70, en France, les ingénieurs et les techniciens de recherche ne signent pas. Enfin, de façon générale, ne signent pas. Et quand ils signent, c'est une rare bonne manière de la part d'un supérieur. Mais ils ne signent pas. Et non seulement ils ne signent pas, mais on n'attend pas d'eux qu'ils signent. Peu à peu, ce monde évolue. Les ingénieurs et techniciens sont de plus en plus professionnalisés. Le niveau de recrutement est de plus en plus élevé. Il y en a aussi de plus en plus. Et il y a une demande assez forte de signature. Si l'on prend un domaine où les choses ont été bien étudiées, c'est le domaine des sciences de la vie et de la biologie. Pour éviter des problèmes aussi de signature de personnes qui n'auraient pas dû signer, etc., on a établi des critères. Pour être auteur, il fallait remplir 3 critères et puis 4. Or, les techniciens de laboratoire, les ingénieurs, n'étaient pas à même de remplir ces critères, qui étaient des critères de conception du travail, de reconnaissance de tout le travail, etc. Et dans les années 1997, a commencé à se mettre en place la notion de collaborateur. Si on prend un journal comme par exemple Lancet, on voit dans Lancet, sous le titre, une première ligne où il y a les auteurs, et ensuite, au bas de l'article, il y a ce qu'on appelle les collaborateurs. Dans les collaborateurs, il y a les auteurs, bien sûr, puisqu'ils ont fait un travail, mais aussi des gens qui ont fait un travail, mais qui ne peuvent pas souscrire à ces 4 critères. Pour chacun, que ce soit pour les auteurs ou pour les collaborateurs, la contribution doit être précisément indiquée. On sait ce que fait chacun. Et enfin, il y a une 3e rubrique qui est dans les articles scientifiques pour les remerciements. Et là, on remercie des personnes qui ont fait, par exemple, des choses comme la collecte des données, par exemple, ou des travaux de routine, et qui ne rentrent pas alors dans les collaborateurs. Donc, on a, si vous voulez, dans les grandes publications scientifiques, en langue anglaise, mais il faut publier en langue anglaise, bien sûr, on a cette tripartition, en quelque sorte, auteur, collaborateur et remerciement. Cette tripartition et la notion de collaborateur a permis naturellement à beaucoup de techniciens et d'ingénieurs de publier. Pour terminer, Françoise Vaquet, c'est déjà la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous pourriez recommander comme action, comme initiative, comme projet pour continuer à faire connaître la variété de ces métiers, à faire connaître ces professionnels de la recherche, femmes et hommes, encore peu connus dans leurs activités? Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives et ce n'est pas moi qui vais en apprendre aux institutions. Mais il y a une initiative sur laquelle je voudrais insister. C'est ce qu'on appelle les fêtes de la science. Les gens peuvent voir aussi ce qu'est le fonctionnement d'un laboratoire et souvent des ingénieurs, des techniciens présentent leur travail, si vous voulez, et montrent aussi, et ça c'est très important, que l'on peut faire de la recherche sans être aussi un chercheur bardé des plus hauts diplômes, que pour des gens, par exemple, des mécaniciens, des gens qui ont un diplôme, qui usinent des matériaux, disons, peuvent entrer dans les institutions de la recherche. Et il y a quelques années, à Poitiers, à l'occasion d'une de ces fêtes de la science, il y a eu dans la ville de grandes photos, de grands posters, qui représentaient certains de ces ingénieurs et techniciens. Et ensuite, on pouvait écouter des vidéos, des audio-vidéos, où ces gens-là expliquaient exactement ce qu'ils faisaient. Et ça, vraiment, je crois que c'était un moyen de visibilité extraordinaire et qui donnait à des jeunes garçons, des jeunes filles qui cherchent leur voie, une possibilité d'entrer dans le monde de la recherche. Merci beaucoup Françoise Vaquet. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Dans les coulisses de la science, techniciens, petites mains et autres travailleurs invisibles ». Et puis donc si vous avez envie de lire des ouvrages de Françoise Vaquet, il y a de quoi faire chez CNRS Éditions. Il y a « Dans les coulisses de la science » qui est passionnant. « L'ordre matériel du savoir ». Il n'est pas impossible, Françoise Vaquet, que je vous réinvite pour parler de ce livre que j'ai beaucoup aimé. Et « Une histoire émotionnelle du savoir » aussi. Voilà, donc plein d'ouvrages intéressants. Si vous avez des cadeaux à faire pour la fin d'année, voilà, par exemple. Merci d'avoir regardé cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à faire connaître la chaîne autour de vous, histoire de la rendre elle aussi
un peu plus visible. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter gratuite de Grand Labo, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Merci de votre soutien, salut!